Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, voici le sommaire. On va commencer avec un collectif On veut des profs qui a décidé de lancer une action en justice contre l'État pour protester contre les absences non remplacées des enseignants. Ils demandent tout simplement des indemnisations. Alors, où en est leur action? L'État va-t-il passer à la caisse? On fait le point dans quelques instants avec notre invité. Rendre l'art accessible dès le plus jeune âge, c'est la mission que s'est donnée la Fondation Louis Vuitton. Le directeur des publics et de la médiation culturelle de la Fondation sera avec nous dans quelques instants pour nous exposer tous ces beaux projets. Et puis, on en parle assez régulièrement ici. Est-ce qu'on va tous devenir toc-toc de TikTok? En tout cas, plusieurs experts tirent à la sonnette d'alarme. Mais face à ça, nous racontera dans quelques instants Adrien Fontenot, les scientifiques sont en train de lutter contre les fake news sur le réseau. Adrien que l'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume. On va débuter ce journal avec une proposition de Pape Ndiaye pour les enseignants qui fait débat. Oui, à l'occasion des questions au gouvernement, ce mardi à l'Assemblée, le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur l'attractivité du métier et le recrutement des futurs enseignants. Pape Ndiaye propose tout simplement une titularisation des professeurs des écoles après 5 ans d'exercice et sans passer par le concours. Pour rappel, un bac+5 de préférence dans l'une des matières enseignées en primaire et la validation du concours de l'éducation nationale sont aujourd'hui nécessaires pour exercer en maternelle ou dans l'élémentaire. Une proposition, vous l'avez dit Guillaume, difficile à entendre pour les professeurs des écoles en activité. Ces derniers réclament une revalorisation des salaires et dénoncent l'effondrement de l'éducation. En 2022, 1800 postes n'ont pas été pourvus, dont 2 sur 3 en Île-de-France. On va passer à un rapport de la Cour des comptes sur les collèges et les lycées. La Cour des comptes qui veut un renforcement du rôle des chefs d'établissement. Oui, il y a la question des retraites en ce moment, mais l'école est l'autre chantier prioritaire d'Emmanuel Macron. Le président de la République veut donner plus de liberté et d'autonomie aux acteurs de terrain, et ça tombe bien. La Cour des comptes va dans ce sens, et dans un rapport publié ce mardi, les magistrats veulent faire des chefs d'établissement de véritables cadres dirigeants au sein de l'institution. Les marges de manœuvre dont le chef d'établissement dispose ne suffisent pas pour lui permettre de valoriser l'investissement d'un enseignant impliqué dans la vie de l'établissement, motiver son équipe et mieux rétribuer ceux de ses membres les plus investis. Dans son enquête auprès des chefs d'établissement, dans le général comme dans le professionnel, près de 29% des sondés estiment ne pas avoir assez de marge d'autonomie. On enchaîne avec une polémique qui enfle à Toulouse autour de lectures pour enfants animées par des drag queens. Oui, des lectures ludiques pour des enfants de 3 à 6 ans et un atelier qui avait pour but de sensibiliser le jeune public à la différence. Voilà comment la mairie de Toulouse avait justifié cette activité dans l'une de ses médiathèques. Mais ce mardi, rétropédalage du maire de la Ville Rose qui a décidé d'annuler ces ateliers. Dans un souci d'apaisement, dit-il, la Manif pour tous s'était indignée sur Twitter de l'organisation de cette lecture par des drag queens. Le mouvement Furie Française avait même lancé une pétition contre l'événement. La mairie a appelé à la dissolution de ce mouvement et une lecture prévue le 18 février aura bien lieu. Elle sera toujours animée par les drag queens, mais seulement pour un public majeur. Allez, puis des drag queens au Miss France, il n'y a qu'un pas qu'on franchit. Autre polémique autour de ce concours. La beauté, le charme, les paillettes et Indira Ampio, grande gagnante, c'est ce que l'on retient de Miss France 2023. Mais en coulisses, c'est un autre constat. Le site Mediapart dévoile mercredi les dessous de la confection des robes et en particulier celle des 5 finalistes du concours de beauté. Les costumes sont sortis du lycée de mode et des métiers d'art Octave Feuillet à Paris et ont été réalisés par des élèves contraints de travailler jour et nuit et parfois même à dormir dans l'établissement. Un scandale qui fait tache au sein du rectorat de Paris. Ce projet a conduit, en raison notamment des contraintes de livraison de fournitures, à exposer quelques élèves de l'établissement à un rythme de travail trop soutenu dans les derniers jours précédant la manifestation. Une fatigue physique, psychologique et des parties qui se renvoient la faute. La principale du lycée se tourne vers le rectorat. Frédéric Gilbert, producteur de la société Miss France, affirme lui que le calendrier de réalisation a été défini par les professeurs et que le projet était adapté au niveau d'études des élèves dans ces délais. Enfin, Carole Grandjean, ministre déléguée à l'enseignement et la formation professionnelle, assure qu'elle n'était pas au courant des conditions de travail des lycéens au moment de les féliciter sur Twitter.
Merci beaucoup Adrien. Les absences des enseignants doivent-elles être sanctionnées par la justice? On en parle tout de suite dans la question du jour. Et pour en parler, je reçois Joyce Pitcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris et vous avez avec vous 125 parents d'élèves qui ont décidé de poursuivre l'État en justice pour obtenir des indemnisations face aux heures de cours non remplacées. Pour commencer, c'est vrai qu'on se souvient que pendant les vacances d'hiver, Pape Ndiaye avait déclaré qu'il voulait lutter justement contre ces heures de cours non remplacées. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à quantifier un petit peu le phénomène et à donner un volume d'heures de cours non remplacées en France ? Alors aujourd'hui, moi je ne sais pas qualifier le nombre d'heures en France. En tout cas, sur les dossiers que nous avons reçus, et manifestement ça corrobore un petit peu les chiffres, notamment de la FCPE, on a en moyenne 100 heures d'absence par élève dans les collèges et les lycées en France, voilà, sur les 2 dernières années. D'accord. Donc en 2 ans, 100 heures par an, a priori, qui sont non remplacées. Ça, ce sont les chiffres que nous avons dans les dossiers qui nous sont transmis. Et c'est vrai qu'on distingue de manière générale 2 types d'absences. Il y a les absences qui sont courtes, où là, il n'y a pas d'obligation de remplacement. Et il y a des absences plus longues, où l'État a une obligation de remplacement. Alors, normalement, c'est vraiment une obligation de remplacement sur chaque heure. Mais il y a un peu une obligation de fait au-delà de 15 jours d'absence. Et là, c'est vraiment les absences que nous visons à faire remplacer par des actions en justice. Et donc là, c'est l'objet de notre nouvelle action, qui est une action en référé. Donc ce sont des mesures d'urgence où nous saisissons les tribunaux administratifs pour demander que pour tous les élèves qui ont des absences de plus de 15 jours, l'État soit condamné à prendre des mesures concrètes. Donc d'une part, trouver un remplaçant et d'autre part, rattraper toutes les heures de cours qui ont été manquées. On voit par exemple dans les premiers dossiers là, qui nous sont transmis d'un collège du 18e arrondissement, les élèves n'ont pas de prof de français en 5e et en 6e depuis 8 semaines. Quelles sont les raisons en général de ces absences des enseignants ? Alors, la raison de l'absence, nous, elle ne nous regarde pas vraiment. Après, on comprend quand même avec les grèves répétées, etc., et les revendications qui sont faites, que les conditions de travail sont difficiles, que les salaires ne sont pas à la hauteur des espérances. Voilà. Mais après, c'est vrai que moi, là, je suis saisie en tant qu'avocat pour constater qu'un droit n'est pas respecté et donc mener une action concrète devant des tribunaux pour essayer de faire changer les choses et d'obtenir gain de cause pour mes clients. Dans le fond, pourquoi finalement ces heures de cours ne sont pas remplacées? C'est la crise du recrutement, la pénurie de vocation. Il n'y a personne pour remplacer, c'est un peu ça le cœur du problème. Alors, manifestement, c'est ce que dit le ministre. Et d'ailleurs, il a annoncé récemment que ce problème serait le même à la rentrée prochaine. Donc, est-ce que c'est satisfaisant de dire ça? Je ne suis pas sûre. Donc, effectivement, on nous dit il n'y a pas de profs. Il n'y en aura pas et c'est comme ça, mais bon, après le rôle de l'État, c'est vraiment de garantir ce service public de l'éducation, et je rappelle que l'éducation est une priorité nationale et que c'est inscrit dans la Constitution. Donc nous, le fondement de nos actions, le fondement juridique de nos actions, c'est vraiment le préambule de la Constitution et le Code de l'éducation, qui rappelle que l'éducation est vraiment un fondement pour garantir l'égalité des chances entre les différents élèves et que ça doit être une priorité nationale. Mais au fond, si ces profs, ils n'existent pas, l'action en justice, elle vise quoi? Parce qu'il n'y a pas de solution, il y a la question des indemnisations dont vous parlez, mais si en face on n'a pas de prof à mettre, qu'est-ce que ça va apporter, ces actions-là? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette action judiciaire, elle arrive vraiment comme une ultime solution pour des parents qui essaient de se battre depuis des années. On voit notamment que la FCPE avait mis en place une plateforme qui s'appelait Où il n'y a pas cours, où ils recensaient des heures d'absence depuis des années, et il n'y a pas eu d'action concrète derrière tout ça, mais globalement c'est un problème qui est chronique, qui est récurrent, et les parents ont essayé d'engager des dialogues avec les rectorats, etc. Aujourd'hui, ils sont à bout de souffle. On voit vraiment des parents qui essayent. Moi, je vois les délégués qui passent des heures et des heures à faire des réunions, à écrire des courriers, etc. Là, on vient nous voir en nous disant
on n'a plus de solution. Le dialogue, manifestement, ne fonctionne pas. On a des absences qui sont récurrentes. Qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, les gens ont des droits. Il y a des tribunaux pour les faire respecter. Donc, nous, en tant qu'avocats, l'objectif, c'est de coordonner cette action de manière collective, puisque notre cabinet est connu pour coordonner des actions collectives sur différents sujets. Donc, nous sommes capables de traiter des milliers de dossiers sur ce sujet-là. L'objectif est de faire changer les choses. Que l'État ne réponde pas en disant « il n'y a pas de prof et c'est tout ». En fait, il faut vraiment qu'ils prennent la mesure du problème, qu'ils fassent en sorte que les conditions peut-être de travail des profs évoluent, que donc le métier retrouve une attractivité et que donc, à la fin, on ait des profs dans chaque classe. Donc ça, mais c'est un travail qui va demander du temps, surtout qu'une des actions qui est mise en place souvent quand les rectorats sont dans l'urgence qu'il faut remplacer, c'est des recrutements sur des sites d'annonces, sur Pôle emploi. Et là, on se retrouve avec des personnes qui sont mal formées et pas toutes, mais dont beaucoup n'ont reçu aucune formation, n'ont parfois pas les diplômes requis pour enseigner et dont on voit qu'ils peuvent quitter très rapidement les cours. Est-ce que c'est pas le risque aussi de vos actions qu'on finisse par mettre n'importe qui devant les élèves ? Alors, je ne sais pas si c'est le risque de nos actions. En tout cas, les actions seront conduites comme ça de manière récurrente d'année en année jusqu'à ce que la situation change et de manière satisfaisante. Effectivement, à la rentrée dernière, des contractuels ont été recrutés. Ils ont été formés souvent en quelques heures ou en quelques jours. Voire pas formés du tout. Voire pas formés du tout. On a vu que certains ne sont même pas venus au rendez-vous. D'autres sont restés une semaine. Ils se sont rendus compte que être prof, c'est quand même un métier. Que c'est compliqué, que voilà. On recrute des profs sur Le Bon Coin maintenant, entre une annonce pour une chaise et une annonce pour un matelas pneumatique, on peut recruter des profs. Ah, ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, c'est vrai que moi, j'ai pas une solution politique à vous donner parce que c'est vraiment pas mon rôle et je ne sais même pas comment il pourrait faire. Mais vraiment, ce qui serait intéressant, c'est qu'il se pose vraiment la question de comment faire. Et aujourd'hui, on se tourne vraiment vers la justice pour qu'elle nous dise oui, l'État a cette obligation d'avoir un prof formé dans chaque classe et ils doivent mettre en place toutes les mesures pour que ce soit fait. Comment il est né votre collectif ? Qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur puisque ces problèmes de non-remplacement des profs, on en entend parler depuis des années. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire tiens, on va réunir un collectif pour attaquer l'État ? En fait, ce sont des parents qui sont venus me voir ils se sont eux-mêmes réunis en collectif. Donc le collectif s'appelle On veut des profs. Ils sont venus nous voir parce que notre cabinet est un peu réputé dans cette coordination de contentieux collectif, en nous disant voilà, nous n'arrivons plus avec les rectorats, nous n'arrivons pas à obtenir une solution à notre problème qui est des absences non remplacées de manière chronique. Donc, est-ce que vous pouvez faire valoir nos droits en justice ? Est-ce que si on se coordonne avec des associations de parents d'élèves, etc., on peut essayer avec ces actions de faire changer les choses ? Et donc, ça a commencé au mois de mai dernier. Donc ça a été mis en place très très rapidement quand même puisqu'on a lancé des actions dès le mois de juin et nous avons donc saisi les différents tribunaux des différents rectorats concernés. C'est 20 académies qui sont concernées quand même par nos actions, donc même jusqu'en Martinique, le sud de la France, enfin vraiment partout. Et c'est une action qui je pense va prendre de l'ampleur en fait. Ça vient juste de commencer. Voilà. Vous en parlez, vous avez déjà commencé à saisir les tribunaux, il y a eu des premiers jugements, il y a eu des retours. Moi, j'avais lu le chiffre de 200 000 € d'indemnisation pour les parents. Est-ce que l'argent a été versé ? Ah non, pour l'instant, il n'y a absolument pas de décisions qui ont été prises. Nous avons envoyé des mises en demeure dans les différents rectorats. Nous n'avons eu absolument aucun retour, ni aucune tentative de dialogue. Donc, nous avons saisi les tribunaux d'action au fond. Après, la justice met quand même un certain temps. Là, les nouvelles actions que nous avons engagées la semaine dernière sont des actions en référé. Donc là, on aura un résultat dans un maximum de 2 mois. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on attend comme résultat ? Parce que c'est juste de l'indemnisation. Est-ce que les parents vont recevoir un chèque pour leur dire voilà, désolé, on n'arrive pas à recruter, prenez 2 000, 3 000 €. C'est ça le but de l'action ? Non, pas dans les actions en référé. Le but de l'action en référé, c'est vraiment que l'État soit condamné d'une part à mettre en place un rattrapage. Ça, c'est très très important parce qu'en fait, on se retrouve avec des élèves qui accumulent des lacunes d'année en année. Là, par exemple, quand vous voyez que des élèves de 6e n'ont pas eu de français, des cours de français, c'est quand même vraiment fondamental. Pendant 40 jours,
C'est-à-dire que si ces 40 jours-là ne sont pas rattrapés, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine en 5e, puis ensuite en 4e? C'est vraiment des lacunes qui sont suivies d'année en année. Donc on attend vraiment à ce que le tribunal administratif condamne l'État à rattraper ces heures d'absence et à pourvoir un professeur qui soit là systématiquement dans ces classes. Vous l'avez dit, côté rectorat, silence radio. Du côté du ministère, est-ce que vous avez eu des contacts, rue de Grenelle, des échanges avec des conseillers, peut-être pour vous expliquer les raisons, pour vous dire de ne pas vous lancer dans ces actions? Qu'est-ce que ça a donné? Non, effectivement, le collectif a demandé une audience au ministre. Il n'y a pas eu de réponse. Il y a une relance qui a été faite, il n'y a pas eu de réponse non plus. On s'est présenté même pour déposer en personne les premières demandes. Non, on n'a pas été reçu du tout. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au ministre Pap Ndiaye, par exemple? Non, mais on aimerait comprendre, en fait, quel est le projet. Quel est le projet de l'éducation nationale? Comment faire, en fait? Je sais pas. Avoir une réponse, Après, au moins. c'est vrai que moi, ça me dépasse un petit peu parce que mon métier, c'est avocat. Donc, mon métier, c'est pas ministre de l'Éducation nationale pour l'instant. Pour l'instant. Sur le plan juridique, c'est intéressant. Vous utilisez une règle qui est le manquement au service public. Qu'est-ce que c'est, le manquement au service public? Est-ce que ça peut vraiment être utilisé dans ce cas-là? Ah oui, comme je le disais, le fondement de l'action, le fondement juridique de l'action, c'est vraiment la Constitution qui inscrit le droit à l'éducation comme une priorité nationale, et ensuite le Code de l'éducation, les articles L 131-1 pour ne pas les citer, mais donc qui vraiment précise que l'éducation est un droit pour tous, que l'éducation doit être laïque, gratuite, pour tous, et qu'elle est vraiment le garant de l'égalité des chances entre les élèves. Donc voilà, les fondements juridiques sont ceux-là, le Code de l'éducation et le préambule de la Constitution. Vous êtes du coup en contact avec beaucoup de familles qui traversent ces difficultés de voir un enfant qui revient sans avoir suivi de français, de maths, d'histoire, d'allemand, et que sais-je. Est-ce qu'ils vous disent qu'ils sentent que leur enfant est en train de prendre du retard, d'avoir des lacunes? Est-ce que, au fond, le fondement de tout ça, c'est une véritable inquiétude de la part de parents qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants? Ah oui, vraiment. Les parents ont peur pour l'avenir de leurs enfants. Ils sont même désespérés. Et puis certains, je les vois vraiment anxieux parce que ils veulent un peu pallier à la carence et donc faire eux-mêmes les cours à la maison. Alors certains se trouvent avec des angoisses parce que ça leur rappelle les confinements, le Covid, où on faisait les devoirs à la maison, etc. Donc c'est vraiment des situations de détresse. Il y a des élèves même qui sont dans des situations de difficultés particulières où ils ont des accompagnements spécifiques pour des raisons de maladie ou autres. Et donc les parents sont vraiment désemparés. Il y a ce collège des Côtes d'Armor qui nous a aussi contactés où il y a 120 élèves qui n'ont pas soit de cours d'anglais en général, dans le secteur général, soit en SECPA. Vous savez, c'est les sections un peu professionnelles, ou en tout cas adaptées. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Où, donc justement, ils ne sont pas allés en général pour aller sur des secteurs un peu plus professionnels. Ils n'ont pas ni de cours d'atelier, ni de cours de techno depuis le mois de septembre. C'est quand même un petit peu problématique. C'est des étudiants qui sont en 4e, qui déjà ont choisi ces sections-là et qui n'ont vraiment pas d'enseignement du tout depuis le mois de septembre. Donc c'est vraiment des familles qui sont désemparées. Je parlais tout à l'heure du chiffre de 125 familles qui ont d'ores et déjà mené des actions. Là, vous allez lancer une action avec une dizaine de familles, mais il y a, je crois, 400 autres dossiers qui sont en attente oui. dans vos placards. Oh. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que là, sur l'action en référé pour laquelle on a à nouveau été sollicité, donc pour lesquels le collectif On veut des profs a été rejoint la semaine dernière, effectivement, les établissements qui sont concernés, c'est entre 400 et 500 élèves qui sont concernés et qui veulent nous transmettre des dossiers. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça fait partie des premières actions, en tout cas dans le domaine de l'éducation, avec un fonctionnement un peu à la class action américaine, où on rejoint des familles. Ça fonctionne, je crois, à l'aide d'une intelligence artificielle qui vient un peu coordonner tout ça. Vous pouvez nous raconter les rouages de toutes ces actions-là? Oui, exactement. Alors déjà, il y a tout un fonctionnement avec une plateforme donc, qui s'appelle justice.cool et qui est pensée vraiment pour permettre de faciliter l'accès aux droits. Donc ce sont des gens qui ont des demandes en général assez faibles, d'un montant assez faible, pour lesquels vous ne pourriez pas aller en justice, saisir un avocat, aller devant le juge vous-même, et donc qui sont traités de manière coordonnée. Donc ce sont ce qu'on appelle des actions individuelles mais conjointes. Donc nous les recevons en tant qu'avocats individuellement, chaque dossier est traité individuellement, mais ensuite nous pouvons rédiger des requêtes de manière groupée, suivre les dossiers de manière groupée, et donc ça favorise vraiment l'accès aux droits en traitant ces
les dossiers ensemble. Si certaines familles nous regardent aujourd'hui et sont dans cette situation, elles peuvent aussi participer à cette action collective. Comment ça fonctionne concrètement? Oui, bien sûr. Alors, il suffit de se rendre sur le site justice.cool, sur l'organisation On veut des profs. Et donc là, il y a des liens. Il suffit de cliquer sur le lien. Les actions sont totalement financées, donc il n'y a absolument aucun frais à payer pour les familles puisqu'on travaille avec des sociétés de financement. Il suffit de cliquer sur le lien, de répondre aux questions qui sont posées, qui sont assez simples. Il suffit de dire si le professeur est toujours absent, combien d'heures d'absence, dans quel établissement, etc. Ensuite, on signe une convention d'honoraires en ligne qui confirme qu'il n'y a rien à payer et nous, on reçoit le dossier immédiatement et le dossier est traité en ligne. Les gens sont informés au fur et à mesure de l'évolution de la procédure, de ce qui se passe par des automatismes, donc c'est assez fluide normalement d'utilisation et tout le monde, tous les gens qui sont concernés peuvent rejoindre effectivement le collectif de cette manière-là. Vous parlez d'organismes de financement, quels sont ces organismes, quel est leur intérêt de financer des actions comme ça? Alors là, nous on travaille avec la société Claim Assistance par exemple, leur intérêt c'est qu'ils avancent de l'argent, à la fin ils vont récupérer ces fonds-là, puisque on va conserver en fait tous les frais de procédure qui sont accordés par le juge à la fin du dossier. Donc par exemple, si vous avez une décision de justice en votre faveur, souvent la partie qui perd est condamnée à payer des frais de procédure à la partie qui gagne. Donc en l'occurrence, ça sera l'État qui va devoir payer pour tout ça. Exactement. Et c'est aussi un petit peu ce que vous essayez de faire, entre guillemets, ça fait peur à l'État parce que s'il voit qu'il y a de plus en plus de familles, c'est de plus en plus d'argent qui va devoir sortir des caisses, peut-être du ministère de l'Éducation nationale qui déjà a des difficultés. Donc c'est aussi un moyen de pression de dire attention, si vous ne réglez pas le problème, ça sera 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions et c'est un moyen de pression. Exactement, vous avez vraiment trouvé le terme. Ces actions-là, ce sont vraiment des moyens de pression pour obtenir un résultat, que l'État se saisisse du problème et donne des solutions concrètes. Au moins que les familles sentent que le problème qu'ils essayent de traiter le problème. Parce que là, quand on entend le ministre dire il n'y aura pas de profs au mois de septembre parce qu'il n'y a pas de profs, c'est vraiment le désespoir pour les familles d'entendre ce genre de choses. Ouais, de se dire que ça ne va pas bouger. Voilà. Il y a un minimum de jours de retard pour pouvoir saisir la procédure. On parlait tout à l'heure de 2 semaines. Est-ce que c'est le minimum, 15 jours ou bien? Oui, voilà. Nous, c'est vraiment 15 jours, c'est vraiment le minimum que nous avons requis pour prendre les dossiers. La Cour des comptes, elle avait fait un rapport en 2021. Elle disait que 96% des absences de plus de 15 jours sont remplacées. Quand on regarde sur le volume, ça paraît peu, c'est 4%. Quand on voit le chiffre, on se dit finalement, ça va, mais en fait, ça ne va pas. Non, moi, je ne connais pas ce chiffre, en tout cas. D'accord. C'est un rapport de 2021 de la Cour des comptes qui s'était posé sur le problème, qui chiffrait 2,5 millions d'heures. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire un chiffre sur toute la France. Moi, ce que je vois, c'est qu'on reçoit des dossiers un peu de toutes les académies et que les chiffres qui ont été recensés, notamment sur la plateforme où il n'y a pas cours, c'est des dizaines de milliers d'heures d'absence qui ne sont pas remplacées. Donc, je ne saurais pas confirmer ce chiffre-là, malheureusement. D'accord. Mais en tout cas, vous, au-delà des chiffres, il y a le ressenti qui est là. Pour terminer, parce qu'on a aussi des enseignants qui nous regardent, qui vont se dire, qui vont peut-être se sentir un peu visés. Le message que vous passez aussi, c'est que ce n'est pas une action contre les enseignants, c'est-à-dire que les absences, vous les comprenez, mais simplement, elles pénalisent les plus jeunes. Oui, exactement. On ne vise pas l'absentéisme des professeurs. Ils ont le droit d'être absents, ils ont leur raison pour justifier ces absences-là. Vraiment, ce qui est visé, c'est le problème du non-remplacement. Après, voilà, effectivement, on a en plus discuté avec des syndicats de profs l'année dernière au moment du lancement de l'action, et ils nous disent, notamment des syndicats de remplaçants, qui nous disent, en fait, d'un jour à l'autre, on est envoyé à 1h30 de notre domicile pour faire un remplacement d'une journée. C'est toutes ces conditions-là, en fait, qui sont très difficiles, manifestement, au quotidien, et qui justifient toutes ces absences et les difficultés de remplacement. Donc, je pense qu'il y a vraiment une réorganisation à penser. Et je peux aussi dire que ça corrobore un petit peu tout ce qui est ressenti dans tout le service public de manière générale. On a lancé une autre action qui s'appelle Accélérons la justice, qui vise les délais des tribunaux. Les délais de traitement dans les tribunaux, et on voit au quotidien les greffes qui sont avec des piles de dossiers jusqu'au plafond. Voilà, c'est vraiment un service public qui semble être un petit peu malade, et donc les gens attendent vraiment de l'État qui amène des solutions assez concrètes à tout ça. On veut des profs, c'est le nom du collectif que vous représentiez aujourd'hui. Merci beaucoup, Joy Spitzer, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce grand JT de l'éducation. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Allez, on est de retour sur le plateau du Grand JT et on va parler d'une initiative qui fait plaisir. On aime bien vous montrer, vous emmener dans des lieux, dans des expositions, dans des concours. Et cette fois, on va parler de la manière dont on peut initier les plus jeunes, les enfants et même les tout jeunes, les bébés, à l'art. Eh bien, c'est la mission que s'est donnée la Fondation Louis Vuitton. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Joachim Monégier du Sorbier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des publics de la Fondation Louis Vuitton. Alors, justement, racontez-nous un petit peu comment, au sein de la Fondation, vous essayez de rendre accessible l'art aux plus jeunes. Alors, aux plus jeunes, d'abord à tous, on a des médiateurs culturels à la Fondation qui sont là pour faire le lien entre le bâtiment, le projet de cette fondation, les expositions et puis le public. Donc ces médiateurs culturels, ils ont aussi l'habitude de parler aux enfants, aux plus jeunes, aux familles, aux parents. Et on a tout un dispositif de médiation qui est proposé comme ça aux familles. Par exemple, vous évoquiez les bébés. En effet, récemment, on a monté ce format de médiation. C'est des parcours pour les bébés. Et c'est l'occasion pour les familles de se retrouver avec leurs tout petits enfants, parfois pour être la première fois avec leur bébé dans les salles d'un musée, et de se détendre, de prendre un moment de pur plaisir, de ressentir les choses face aux œuvres. En ce moment, on a des expositions autour de Monet Mitchell, donc de John Mitchell et de Claude Monet, qui sont extrêmement sensibles, qui sont autour des paysages des deux artistes et qui sont, je trouve, des grands formats la plupart du temps et donc qui créent des ambiances qui sont tout à fait propices à ces moments de partage et de plaisir dès le plus jeune âge. Vous proposez notamment des expériences sensorielles dans le cadre de cette exposition. En quoi ça consiste ? Disons que le sensible, la question de l'appréhension de l'art par les sens, par les émotions, c'est au cœur du projet de la Fondation Louis Vuitton. Si vous voulez, dans notre projet, on est moins dans un discours académique qui pourrait ressembler plus à la mission d'autres musées que dans un partage vraiment très sensible d'accessibilité à tous à la culture. Et par conséquent, toutes les propositions que l'on a mettent l'accent sur le dialogue, l'échange et puis les émotions, le sensible. Donc tout est basé sur cette question de la sensibilité et de l'émotion. Donc avec les bébés, c'est
Ça paraît comme ça assez évident, et puis plus on monte dans les âges, et malgré tout, on reste vraiment ancré et attaché à cette idée de qu'est-ce que l'on ressent face aux œuvres, qu'est-ce que l'on ressent dans un bâtiment comme celui de Franck Gehry. Pourquoi c'est important, à votre sens, d'initier comme ça les enfants, les plus jeunes à l'art? Qu'est-ce que ça ouvre dans l'esprit? Il y a plusieurs choses. Il y a à la fois être initié à l'art, donc au beau, parfois à la lenteur, parfois aussi à des paysages qu'on n'a plus beaucoup l'habitude de fréquenter quand on vit dans une ville à toute vitesse. Et c'est le cas des paysages qui sont au fondement des œuvres de Claude Monet et de John Mitchell. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a une espèce de moment où on prend le temps de l'émotion, on prend le temps de s'interroger ensemble sur ce que l'on voit. Donc c'est ça qui est en jeu. Et puis il y a quelque chose aussi de très profond qui est en jeu à ce moment-là dans la visite en famille avec ses enfants, c'est la pratique de l'institution musée, la pratique du musée. Et plus on l'ancre, ça ce sont des études que je ne vais pas citer, mais plus on l'ancre tôt chez un enfant, plus cette pratique du musée, de l'institution culturelle, quelle qu'elle soit, va être évidente, ne va pas être ennuyeuse, ne va pas être un problème quand on va évoquer demain on va au musée ensemble. Ça va être quelque chose qui sera un moment heureux, de plaisir. Exactement. Partage collectif. Je me mets à la place de certains parents qui n'ont peut-être pas eu la chance, quand ils étaient eux-mêmes jeunes, et puis par la suite, avec les affres de la vie, qui n'ont pas eu l'occasion d'aller beaucoup au musée, d'être initiés à la peinture. Peut-être qu'ils vont se dire, j'ai pas les connaissances, quoi. Je vais emmener mes enfants, mais finalement, je vais pas réussir à leur expliquer. Ils vont me mettre face à mes propres lacunes. Qu'est-ce qu'on peut dire et comment vous essayez de les rassurer à ce niveau-là? Je pense que, d'ailleurs, même quel que soit, on va dire, son niveau de connaissance, son niveau d'acculturation au musée, à la Fondation, on est toujours un peu... on se dit qu'on va pas forcément être au bon niveau pour ses enfants, on va pas forcément avoir les clés. En effet, nous, notre idée, c'est vraiment de décomplexer et les enfants et les parents. On a des initiatives très organisées pour ça. Par exemple, une famille qui arrive à la Fondation où on repère un très jeune enfant, on va lui remettre souvent un certificat de première visite. J'en ai apporté un avec moi si vous voulez le voir. Oui, à quoi ça ressemble c'est un diplôme. C'est sympa à montrer. C'est un petit diplôme de première visite. L'idée, donc il est comme ça, très en couleur, très ludique. Et l'idée, c'est vraiment déjà d'une part de s'adresser aux enfants quand ils arrivent, quand ils passent la porte de la Fondation, parce que en réalité, quand on est jeunes parents, jeunes grands-parents, vieux parents, qu'on vient dans un musée avec des enfants, souvent jeunes, c'est pour eux qu'on le fait. On s'est habillé pour ça, on s'est organisé pour ça, on a pris son temps pour ça. Et donc, et souvent, c'est à l'adulte que l'on s'adresse. Donc nous, à travers ce dispositif, on a vraiment voulu marquer le fait que c'est aux enfants que l'on s'adresse quand ils passent la porte du musée. Donc on se met à leur niveau et puis on les récompense, on leur donne ce certificat. Le certificat, c'est aussi un billet pour pouvoir revenir. Et donc cet enfant qui a été invité par ses parents à venir au musée aura la possibilité d'inviter à son tour ses parents à revenir à la Fondation Louis Vuitton. C'est le premier diplôme qu'on obtient, j'imagine. Premier diplôme aussi. Vous proposez même des ateliers qui permettent aux enfants de mettre la main à la pâte. C'est des ateliers dompter la peinture. Il faut qu'ils se rendent compte aussi que l'art, ils peuvent le faire, ils peuvent le produire eux-mêmes. Oui, alors les enfants ont souvent l'habitude, évidemment, de dessiner, de peindre, de modeler, de faire beaucoup de choses comme ça. Ils ont, je pense, beaucoup plus que nous. On a un peu perdu ces habitudes-là. Donc on n'est pas dans quelque chose de complètement révolutionnaire pour un enfant, évidemment. Mais ces ateliers, chez nous, c'est en effet, comme vous le dites, une manière de s'approprier les gestes d'un peintre, de s'approprier les gestes d'un artiste et dompter la peinture. Notre atelier, c'est une découverte des expositions et puis après, pendant 1 heure, et puis après en famille, parce que c'est un point qui est important pour nous, c'est de pas proposer des choses pour les enfants, mais des choses à vivre en famille. Et après, en famille, les enfants vont s'amuser donc à peindre ce qu'ils savent faire, mais là, on leur met dans les mains des pinceaux qui peuvent faire 1,50 m de long, des brosses. On va les amener à peindre au sol. Et ça, c'est des pratiques qu'on ne fait pas facilement chez soi. Donc nous, on ouvre un petit peu le spectre de qu'est-ce que c'est que de peindre à la manière des artistes dont ils ont pu découvrir les œuvres dans les salles. Tout en expliquant aux enfants qu'il ne faut pas essayer de peindre au sol chez soi non plus, sinon ça risque de poser problème. En effet, ça peut poser problème. Ils ne partent pas avec les pinceaux, ils partent avec leur travail, un morceau de leur peinture. Et ben voilà. Quelles sont les différentes œuvres que vous proposez pour les jeunes, justement, au sein de la Fondation? Quels sont un peu les courants qui sont représentés? Qu'est-ce qu'ils aiment voir en général? Alors, les enfants adorent le bâtiment.
C'est un bâtiment qui est ludique, qui a été construit par son architecte Frank Gehry à la manière d'un jouet, d'un espèce de musée particulier. Alors ensuite, nous, on a des clés pour le décoder parce que la grandeur, la majesté du bâtiment fait que manifestement, c'est pas un jouet, c'est un très grand objet. Donc le bâtiment, déjà, c'est la première œuvre que l'on propose pour les enfants et puis c'est ce qui les amuse le plus. C'est ce qui les amuse en tout cas beaucoup. D'ailleurs, on le voit dans les intentions de visite, ça reste ce bâtiment Frank Gehry comme un des moteurs à la visite. Et puis après, les œuvres, vous savez, nous, la Fondation Louis Vuitton, c'est un bâtiment qui propose moins des collections, de présenter sa collection que des expositions. Donc les expositions changent. En ce moment, c'est Monet Mitchell dont je parlais. Bientôt, c'est Basquiat et Warhol. Pareil, qui parlent autant, on va dire, aux adultes qu'aux enfants. Et donc, c'est une découverte, souvent dans l'art contemporain, avec une main tendue à l'art moderne, comme une espèce de, on va dire, de trait d'union entre ce qui se fait aujourd'hui, ou ce qui se faisait récemment, et ce qui s'est fait dans un siècle antérieur. Une des barrières à l'accès à la culture, parfois, c'est la barrière du prix, du financement. On voit sur le diplôme que vous offrez un billet famille. Combien ça coûte concrètement de venir passer un peu de temps au sein de la Fondation et d'être mis en face de l'art ? Alors ça coûte, on a un billet famille par exemple, donc c'est un billet qui coûte 32 € qui permet à une famille et pas seulement, parce que peu importe les liens de parenté, peu importe les liens fraternels, ça permet à 2 adultes et jusqu'à 4 enfants de visiter la Fondation. D'accord. Donc ça c'est un pack, on vient avec ses copains, on vient avec ses parents voilà. Et on peut entrer donc au moins à 6 dans la Fondation. Ensuite le prix du billet, bon pour les adultes je vais peut-être pas en parler, pour les enfants, nous on a un billet à 5 € qui donne l'accès à l'ensemble des espaces, des expositions, du bâtiment. On parle beaucoup sur ce plateau de certaines dérives, des réseaux, des écrans, quand on confronte les enfants trop jeunes, de TikTok aussi dont on parle beaucoup. C'est un bon moyen aussi d'éveiller les plus jeunes à autre chose que de la vidéo, du contenu, du bruit, du dessin animé. On voit en plus que les dessins animés, les montages sont de plus en plus dans quelque chose de très rapide, de très saccadé. Là où c'est aussi le temps de prendre le temps justement, d'être sur le temps long et de se rendre compte que l'art, il peut être figé. L'art, il n'est pas figé, il est dynamique, mais en effet, c'est pas une image animée comme sur un écran. C'est en effet une des vocations, à mon sens, du musée aujourd'hui, c'est d'offrir un temps suspendu, d'offrir un espèce de moment, surtout quand on visite ça en famille, qui ressemble pas à un moment passé devant une télévision, qui a beaucoup de bienfaits, mais qui ne fait pas que ça. Donc c'est autre chose qu'offre la visite de la Fondation quand on y vient avec ses enfants. Et c'est ouvert toute l'année, il y a des périodes charnières, enfin c'est accessible tout le temps ? C'est ouvert, bien sûr, c'est ouvert toute l'année, sauf quand on est dans des temps de montage très courts, entre la fermeture d'une exposition, son démontage et l'ouverture d'une autre. Mais en l'occurrence, cette année, on est ouvert tous les jours, sauf les mardis. Pendant les vacances scolaires, on est ouvert tous les jours. Du lundi au dimanche. On installe d'ailleurs un espace qu'on appelle l'espace détente pour permettre aux familles et aux enfants de se détendre, de courir dans les musées, de crier dans une salle de musée. Ils ont le droit, parce que c'est aussi le problème aussi, que les parents ont parfois pour emmener les enfants, c'est que quand ils sont un peu dissipés, on a les gens à côté qui regardent mal, le gardien qui fait chut comme ça. Là, il y a des espaces où ils peuvent s'amuser. Il y a un espace pour s'amuser. En effet, c'est un grand espace, c'est de l'auditorium, il fait plus de 500 mètres carrés. Et là, on peut s'y détendre. Parce que c'est vrai que être dans les œuvres, être devant les œuvres, ça demande malgré tout une certaine discipline. Et de toute façon, nous, toutes les équipes, de l'agent de sécurité aux médiateurs culturels qui sont dans les salles, sont là aussi pour dire attention, il faut peut-être pas courir, etc. Et d'ailleurs, on va jamais voir les enfants directement. C'est les parents que on rappelle un petit peu à la bonne pratique du musée dans ces moments-là. On gronde jamais un enfant dans une salle de la Fondation Louis Vuitton. Il est libre, il fait comme il veut et il est là pour apprécier ce qu'il a sous les yeux. C'est bientôt les vacances qui arrivent, donc vous le disiez, ça va être ouvert. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur à proposer à celles et ceux qui nous regardent, une petite expo à faire chez vous ? Eh bien, avec plaisir, pendant les vacances, donc on a ce moment-là, et puis cet espace-là, et puisqu'on a parlé des bébés, on a nous proposé, c'est assez nouveau, un parcours contemplatif. Et au fond, c'est un parcours qui est proposé plutôt aux 5-10 ans, 5-11 ans, pendant lequel donc, on vient en famille et on est
à la fois conduit dans les espaces muséographiques, devant les œuvres, conduit par un médiateur culturel, donc c'est le métier de parler des œuvres, et par un professeur de méditation. Et donc l'idée, c'est vraiment de se laisser bercer par le plaisir d'être ici, dans ces œuvres. C'est un moment plus qu'un autre, je pense, pendant les vacances scolaires, on va dire suspendu, calme. C'est à 9h30, c'est un jour sur deux, et ça, c'est une initiative assez nouvelle, et c'est une autre façon de découvrir les œuvres. Merci beaucoup Joachim Onégé du Sorbet d'avoir été avec nous pour la Fondation Louis Vuitton. Merci. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, on va retrouver les écrans, on va surfer sur le net avec la chronique Quoi de neuf sur les réseaux d'Adrien Fontenot. Adrien, cette semaine, on s'intéresse à TikTok et à la désinformation et surtout à ce cri d'alerte des scientifiques et des professionnels de santé. Oui, Jean-Claude Van Damme disait 1 + 1 = 2, mais ça pouvait aussi être égal à 11 selon l'acteur belge. Alors, on n'en est pas là chez nos adolescents et plus jeunes utilisateurs du réseau social TikTok. Mais leur rapport à la science, la médecine ou l'actualité en général peut parfois inquiéter. C'est en tout cas ce que révèle un sondage IFOP auprès d'un échantillon de 11-24 ans. Tenez-vous bien, Guillaume, près d'un jeune sur 6 juge possible que la Terre soit plate et non pas ronde. Chez ceux qui utilisent TikTok de manière quotidienne, c'est même un jeune sur 3. Alors de quoi parle-t-on ici? D'ignorance, de manque d'éducation? Non, le vrai problème, c'est la désinformation. Et une désinformation qui prend beaucoup de place sur TikTok. D'après une étude de l'organisation NewsGuard, 20% des vidéos d'actualité partagées sur le réseau social contiennent de fausses informations. Alors vous m'apprenez que la Terre est ronde aujourd'hui, mais qui partage ces fausses informations? Eh bien, c'est là tout le problème d'un réseau social. Tout le monde peut diffuser les informations qu'il souhaite, mais même si celles-ci ne sont pas vérifiées. Et c'est encore plus problématique quand les personnes en question sont des célébrités ou des influenceurs aux millions d'abonnés. Une fois que la machine est en marche, que l'information erronée est partagée, vue et commentée, il est très difficile de la contrer et de rétablir la vérité. Mais des scientifiques, et c'est tout de même, c'est le cas de Julien Méniel, un ancien infirmier déjà connu sur YouTube pour ses vidéos de vulgarisation scientifique. Et il tente désormais de toucher un public plus large, plus jeune sur TikTok, et il en profite pour tacler les fausses informations et leurs auteurs. Après le Covid du trou de balle, il y a des gens qui parlent du Covid du sgeg. C'est le terme médical. Je vous explique. Tout a commencé en septembre avec Nicki Minaj. Ouais, elle est infectiologue, Nicki Minaj. Elle a raconté qu'elle voulait pas se faire vacciner parce que ça fait gonfler les testicules et que ça rend stérile. Oui, apparemment c'est un pote de son cousin qui lui a dit. Donc, Par contre, désolé, docteur Minaj, mais c'est pas le vaccin qui fait du mal au pénis et aux roubignoles, c'est le virus. Voilà pour Julien Méniel. On peut aussi citer Alex Sciencnat, professeur parisien de sciences de la vie et de la Terre, et ses 50 000 abonnés sur TikTok. Alors on le voit, TikTok, les réseaux sociaux peuvent être quand même dévastateurs en termes de fake news. Il y a des scientifiques qui tentent de rétablir la vérité, tant bien que mal sur les réseaux, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Ah si, bien sûr, il y en a un, tout trouvé. Il a été inventé bien avant, ça se compte en siècles. Il s'agit de l'école. Évidemment, l'école a un rôle déterminant à jouer pour lutter contre les fausses informations. C'est d'ailleurs l'objectif des interventions scolaires du Centre national d'études spatiales. L'organisme a créé un programme, l'espace, c'est classe, pour parler directement aux jeunes élèves de la science, de la Terre et de plein d'autres sujets. Ça, c'est pour les initiatives. Et puis l'autre moyen de contrer la désinformation, c'est la première éducation, celle des parents, des adultes qui peuvent eux aussi être parfois mal informés. En tout cas, que ce soit sur TikTok ou dans la vie de tous les jours, le médecin Hélène Rossineau le rappelle, on ne peut pas vaincre totalement la désinformation et on ne pourra pas forcément faire changer d'avis ceux qui sont déjà convaincus. Mais le but premier est d'informer, de convaincre ceux qui sont dans l'hésitation. Merci beaucoup, Adrien. Vous êtes sur TikTok, vous? Non, malheureusement, j'ai raté le wagon. Ben voilà, moi je passe beaucoup trop de temps dessus. Effectivement, beaucoup de contenu sur les platistes. Et c'est fascinant, les arguments, les faux arguments qu'ils ont. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver deux Miss. Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, elle reçoit Chloé Morteau. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Exactement. Tu as été mannequin aussi, ouais. Juste après Miss France. Est-ce que plus jeune, il y avait un métier que tu rêvais de faire? Qu'est-ce que j'aurais... Alors, je voulais être vétérinaire pour animaux sauvages. Pour animaux... Autant te dire que... Pour animaux sauvages. Non, mais je me voyais avec les lions et les hippopotames. Est-ce que tu avais la fiche à répondre à l'école? Tu te souviens pas de cette fiche? Donc tu allais partir vivre où exactement? Ah non, mais moi je me voyais en Afrique, dans les safaris, avec les... Non, mais en fait, j'ai vite compris que c'était pas trop moi,
que les animaux, je les aimais bien de loin, par les chats, que j'aime bien. Sinon, j'étais pas très animaux. Et donc, non, l'idée de vétérinaire s'est arrêtée assez vite. Après, en rêve, non, j'avais pas forcément un rêve. Après Miss France, j'ai rêvé d'être mannequin et j'ai réussi à le faire. Donc, Tout de suite, avec brio d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Et je t'avoue que j'ai réalisé mon rêve. Et ta maman, t'avais pas eu envie d'être prof d'anglais comme elle? Ah ouais, non. J'ai pas envie d'être prof, je n'ai pas la patience. Alors, bravo à tous les profs, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un enfant de 9 ans. Oui. Et là, je dois faire les devoirs avec lui. Oui. Ah, j'ai compris la difficulté du truc. Tu fais tout le temps les devoirs avec lui? Ah oui, bah oui. Je suis assis à côté de lui et il est très fort. Il est très fort. Il est hyper bon. C'est un bon élève? Heureusement. Ah ouais. Il est très très bon parce que en plus les techniques sont totalement différentes que les techniques françaises. Et il fait des soustractions avec 3-4 chiffres et tout. Et moi, je suis obligée de repasser la calculatrice quand même derrière. Mais là, je me dis, mais bravo aux profs, quoi. Justement, c'est quoi la différence avec toi, le parcours scolaire que tu as eu en France et celui de ton petit garçon aux États-Unis? Alors, c'est totalement différent. Les États-Unis, c'est déjà, il y a beaucoup d'événements pendant l'année scolaire. Tu vas avoir Pyjama Day. Donc, tu viens en pyjama à l'école. Genre, c'est quelque chose de nous, Français, mais genre, jamais tu viens en pyjama à l'école, tu vois. Mais combien de fois ça arrive, ça? Mais souvent, et j'oublie tout le temps. Donc, mon fils arrive tout le temps habillé normal et je vois tout le monde en pyjama, je fais un mince. C'était pyjama. Donc, bon, c'est pas grave. Mais attends, c'est que dans son école? Non, mais partout. Ou vraiment, aux États-Unis, c'est quelque chose de normal? Non, c'est partout. T'as Pyjama Day, t'as Spirit Day, t'as Crazy Hair Day. Donc, Crazy Hair Day, c'est que tu viens avec des cheveux ébouriffés. Et donc, la dernière fois, j'ai dit à Mathis, je fais, bon, bah, on va te mettre des trucs, des chouchous dans les cheveux. Il me fait, mais maman, j'ai déjà les cheveux ébouriffés. Je fais, mais non, mais ça compte pas. Mais maman. donc t'as Pyjama Day. Ou alors des couleurs où ils vont te dire, faut s'habiller tout en bleu. En fait, ils font de l'école une petite fête, en fait. Oui, et puis les profs participent. Et tu as aussi beaucoup plus, je trouve, de relations avec les professeurs. Tu as une semaine par an où tu dois remercier les professeurs. Donc, tu sais, tu as un peu cette image de l'écolier qui amène sa pomme à la prof. Bon, là, c'est pas une pomme. Tu leur offres des bouquets de fleurs, des chocolats. C'est vous qui choisissez quoi offrir? Ouais. Et bon, t'as envie de... Tu lui offres un peu, quoi. T'es là, tu veux pas que ton enfant, il donne rien, donc t'es là, vas-y, donne-lui ça. Pour qu'il soit bien vu. Dis, voilà, donne-lui ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu dépenses un peu d'argent, mais voilà. Et dans l'enseignement, là, il y a une différence? Dans l'enseignement, il y a une différence. Alors déjà, ils écrivent pas en attaché. Ils écrivent en bâton, comme ils appellent ça. D'accord. Donc ça, c'est... Moi, quand je vois mon fils écrire, je suis un petit peu surprise. Après, Ils écriront jamais en attaché? Apparemment, si, à un moment donné. Mais je sais pas quand. Ouais, parce que s'il a 9 ans. Ouais, c'est ça. Nous, on a appris à écrire en attaché. Dès le CP, c'est joli, en plus. Et ils font pas ça, eux. Bah, du coup, ils écrivent tous pareil, en fait. Oui. Ça manque un peu de charme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors, la différence? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as ça. Bon, t'as la cantine. Ouf, la cantine. On pourrait passer du temps sur la cantine. Pourquoi? Parce que la cantine, là-bas, c'est nuggets, frites, pizza, pâtes. Ah oui, c'est pas du tout Elsie. Catastrophe. Mais il est à Las Vegas, c'est pour ça. Ah non, mais même partout. La cantine, c'est la cata. Après, t'as quoi? Non, ils sont juste plus, je sais pas, ils font beaucoup de célébrations. En tout cas, dans l'école de Matisse, ils ont fait une année, ils ont décoré la classe entièrement et c'était un igloo. Genre, ils ont fait des ours polaires. Ils sont créatifs, en fait. Ah, mais c'est fou. C'est fou. Et de quoi tu penses que la France devrait s'inspirer? Moi, je pense qu'il devrait y avoir un mix des deux. Ah, ça donnerait quoi, le mix des deux? Le mix des deux, ça donnerait peut-être un petit peu moins de Crazy Hair Day, des trucs comme ça, parce que bon, c'est sympa, mais voilà. Oh, moi, le pyjama, ça me dit bien. Non, mais oui, je te vois bien. T'arrives en pyjama. J'aurais bien aimé, moi. Ça fait un petit gain de temps. Oui, je veux dire, au moins, tu serais pas arrivé en retard. Voilà. Donc, ça serait parfait. Mais non, je sais pas, il y aurait un peu moins de tout ça, parce que c'est quand même beaucoup. Ils le font chaque mois, t'as quand même quelque chose. T'as envie de leur dire, OK, c'est bon, ça va. Et puis, vice-versa, en France, c'est vrai que ça manque un peu ce côté chaleureux. Pour se rapprocher, en fait, fédérer. Oui, à l'école, tu y allais un peu, tu traînais un peu. Enfin, peut-être qu'il y en a qui ne traînaient pas, mais moi, j'y allais un peu en traînant les pieds. Si, que ça soit pas juste de l'enseignement pur et dur, qu'il y ait quelque chose qui passe pas. Tu n'as pas un band, comme on appelle ça, avec tes professeurs, où tu les vois en dehors, où tu fais d'autres choses avec eux. Tu vois, c'est ton prof d'histoire géo. Il t'a saoulé, quoi. Non. Donc, un peu moins de célébration, un peu plus en France. Ouais, ça j'aimerais bien, ce serait pas mal de voir ça. Et puis alors la nourriture.
Si on pouvait swapper, prendre la cantine française et l'emmener aux États-Unis, ce serait top. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Chloé Morteau pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Chloé, à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Qu'est-ce qui est le plus excitant dans ce métier d'astronaute et à la fois le plus frustrant ? Alors, c'était très excitant pour ma part parce que je suis née au moment de la génération Apollo. Donc voilà, j'ai vu à la télévision, petite fille, le premier pas d'homme sur la Lune. Donc c'est quelque chose qui a complètement nourri mon rêve, mon désir de participer à cette aventure. Donc pour moi, c'était la réalisation d'un rêve. Et j'ai souvent dit, cette mission spatiale, ces 2 missions que j'ai eu la chance de faire, c'était encore plus beau que le rêve, que ce que j'avais imaginé. Alors bien évidemment, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, de préparation, de travail avec les ingénieurs, d'apprentissage de nouvelles compétences. Moi, j'ai eu la chance de voler 2 fois, mais au total, j'ai volé 16 jours, donc 16 jours de mission sur 15 années de carrière. Donc voilà, il faut se nourrir de tout ce qu'on rencontre, de tout ce qu'on découvre. Et ce qui était merveilleux, c'était non seulement l'aventure spatiale, mais aussi l'aventure humaine, de travailler en coopération, de découvrir des gens qui avaient des métiers différents. C'est une grande ouverture, une grande chance. La frustration, c'est peut-être de ne pas avoir fait de vol de longue durée comme Thomas, de ne pas avoir eu le temps d'apprendre la Terre par cœur, peut-être aussi de ne pas avoir marché sur la Lune, puisque c'était mon rêve d'enfant. J'ai quand même eu une carrière tout à fait privilégiée. Alors le salon a 38 ans et, oui, voilà. Et le CPLJ à peu près autant. À peu près le même âge. Qu'est-ce qui a changé le plus sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis? Est-ce que c'est plus dur qu'avant? Est-ce que tout le travail qui a été accompli par vous et par d'autres quand même, parce que c'est un territoire dont on s'occupe, laisse des traces? Est-ce que de toute façon il accueille toujours des populations plus fragiles, ce qui fait que c'est le tonneau des Danaïdes, il faut recommencer? Je crois que c'est un département qui est très très en mouvement et effectivement on sent à la fois qu'il y a beaucoup, on parle de notre action, mais il y a énormément d'acteurs comme nous dans ce département qui travaillent dans le domaine de la culture ou dans le domaine social. Voilà, il y a des structures, il y a des institutions, il y a quand même un tissu qui est fortement là, mais c'est toujours, je ne sais pas si c'est toujours plus dur, c'est toujours dur en tout cas. C'est toujours dur parce que les inégalités s'accroissent. La crise du Covid, on en a parlé tout à l'heure, a mis quand même encore des traces plus lourdes. Le public change, les professionnels, c'est un département qui est difficile pour les professionnels. Donc les professionnels aussi bougent beaucoup. Longtemps. Les enseignants, les acteurs sociaux, etc. Bon, ils sont très ancrés. J'ai l'habitude de dire, on sait pas toujours pourquoi on vient travailler en Seine-Saint-Denis, mais on sait pourquoi on y reste. Ouais. Bon, allez, c'était aussi une réplique dans les ch'tis, si je me souviens bien. La question de départ, justement, que la Fondation Jean Jaurès s'est posée, c'est de savoir, à l'heure où TikTok s'impose comme le réseau social préféré des jeunes Français, qu'est-ce qu'on sait, justement, de l'impact de cette plateforme sur ses utilisateurs, qui sont de plus en plus nombreux à l'utiliser, non pas juste pour se divertir, mais pour s'informer. Résultat, écoutez bien, 17% des jeunes estiment que la science fait plus de mal que de bien. C'est une chute de 22 points par rapport à 1972. Ça fait mal ? Ah, plutôt. Monsieur le directeur d'école, je crois que tu es bien placé pour commencer. J'ai combien d'heures? Non. Non, mais t'as 15 minutes à peu près, mais il va falloir partager la parole. Je ne veux pas la monopoliser, mais moi, ça me déçoit d'autant plus, c'est qu'on est quand même, quand on regarde les classements de la France par exemple, le classement de Shanghai, on voit qu'on est quand même à la ramasse. Si au moins on était bon, si au moins on avait quelques valeurs, au moins quelques façons d'être, de dire voilà, la science, peut-être j'y crois pas, mais au moins je sais j'ai pu comprendre pourquoi. Là, en gros, c'est un a priori de sortir un truc comme ça. On a pu voir pendant la période du Covid le nombre de gens qui contestaient la science. Comment tout le monde suivait, parce qu'il y a par définition, on est en défiance, alors que normalement, potentiellement, on devrait peut-être lui faire confiance, parce que c'est grâce à elle quand même qu'on a une espérance de vie qui augmente comme celle-ci, comme on peut en bénéficier depuis des années, etc., qu'on peut en profiter de l'électricité, d'avoir tous ces moyens-là. Je ne comprends pas, en fait, la défiance. Les gens, ils ne ouvrent pas les yeux. Et si les jeunes, qui sont quand même notre avenir, ont la défiance par rapport à ça, qui pensent que la Terre n'est pas ronde mais plate et compagnie, là, ça me fait encore plus peur. Claudie Agnuret, quel est votre sentiment sur ce lycée de l'espace, unique lycée de l'espace en France, qui, je l'espère, en appellera d'autres, mais un seul aujourd'hui, est-ce que c'est un bon début ou vous trouvez ça pour le moins frustrant ?
Moi, je trouve que c'est une superbe initiative parce que ça donne cette possibilité dans le cours de sa formation de découvrir, de rencontrer. Souvent, les métiers, c'est très abstrait. On ne se rend pas bien compte, alors que là, il y a des conférences, il y a des visites. Ce sont des jeunes gens qui pourront, après leur diplôme de baccalauréat ou baccalauréat professionnel, être dans divers métiers. Bon, pour ma part, je suis médecin. Dans le corps des astronautes, on a des géologues, on a des astrophysiciens. Donc, il y a aussi tous ces métiers qui peuvent converger vers le spatial et qui ne le sont pas obligatoirement au départ. Et je pense vraiment que la matière spatiale, c'est quelque chose qui est très attractif pour se poser la question justement de qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la technologie peut me donner comme outil pour être un acteur de demain et pour continuer à explorer. Donc je trouve ça formidable qu'on utilise cette matière pour donner des envies, des ouvertures à cette jeune génération. Quelle est l'importance, d'après vous, du réseau, justement, dans vos métiers ? Alors, je pense qu'il faut se dire qu'on arrive avec un background, une discipline pour laquelle on est un peu expert, mais que c'est justement un monde dans lequel on pénètre, on va pouvoir changer de parcours. Il y a des chemins différents. Moi, je dis souvent, j'ai été médecin, je suis devenu chercheur, ensuite été ingénieur. Donc, on a aussi cette possibilité, à partir du spatial, des rencontres qu'on va faire, de prendre différentes voies et d'explorer, là aussi, d'explorer sa vie et d'explorer son métier. Et je pense qu'un lycée comme celui de Saint-Orens ouvre justement l'esprit à cette possibilité d'aller plus loin, de découvrir les choses qui sont un petit peu cachées derrière la porte ou derrière le rideau, parce que ça donne de l'appétit. Ça se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Océanie. Plus de la moitié du pays est recouvert par la forêt primaire, c'est-à-dire par une forêt qui n'a pas été modifiée par l'être humain, ce qui est rare. La forêt abrite plus de 700 espèces d'oiseaux, dont 7 oiseaux, regardez, le paradisier, qui est d'ailleurs dessiné aussi sur le drapeau du pays. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris. D'accord, mais et l'oiseau rare? Alors, en fait, ça, c'est pas l'oiseau rare, le paradisier. Non, ça, c'était une petite info en plus, une info comme culturelle. ça. Voilà. Culture G, ok, mais l'oiseau rare, c'est un pigeon faisan à nuque noire. Et ça ressemble à ça, regardez. Vous voyez, c'est un oiseau au plumage orange, vert et bleu. Et donc, ces scientifiques le cherchaient sans parvenir à le trouver, alors que les habitants leur avaient déjà dit en avoir vu. Puis finalement, ils se sont rapprochés au maximum. Ils les cherchaient dans le vide, c'est qu'on leur avait dit. On leur avait dit. Oui, non, ils savaient à peu près où c'était, mais pas exactement. Voilà. Et puis, ils ont fini par le trouver. Ils ont laissé des pièges, en fait, photographiques. Ce sont des appareils qui se déclenchent au passage des animaux. Et ça a marché. Eh bien oui. Ils racontent qu'ils étaient tellement heureux, ça m'a fait rire, et étonnés de voir ce pigeon faisan sur les images, que c'était, je cite, comme si on avait trouvé une licorne. Donc voilà, le but maintenant, ça va être d'en découvrir d'autres, de les recenser, et puis de voir comment les protéger. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce nouveau numéro du Grand JT de l'éducation. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez tous les jours sur le canal 247 des Freebox et puis évidemment sur les réseaux sociaux, dont TikTok, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. Aujourd'hui à la réal, Angèle Jean Girard, au son Alexis Oustabassidis, au make-up c'était Laure Audemont, à la rédac Emma Guessel et Agathe Delannoy. Merci de nous avoir suivis, passez une excellente soirée et à très bientôt.